Je vais faire une petite introduction. Aujourd'hui, l'actualité est suffisamment explicite. Il y a une recrudescence des actes, discours et violences à l'encontre des personnes LGBT+. Il y a encore 5 jours, 2 personnes trans ont été agressées verbalement et physiquement à Marseille. En Pologne, des zones anti-LGBT existent depuis 2019, il y en a plus d'une centaine. Les LGBT-phobies sont un enjeu central et donc vont de pair avec des problèmes liés à la santé mentale. Et en tant que minorité discriminée et stigmatisée, les personnes LGBT sont de plus en plus concernées par des troubles psychiques. Il y a une étude américaine de l'Académie de pédiatrie qui dit en 2018 que plus de la moitié des personnes trans a eu des pensées suicidaires. Et une personne sur 3 a fait une tentative de suicide. Aujourd'hui, avec nos intervenants et avec le prisme de l'art, de la visibilité, des réseaux sociaux, on va décoder un petit peu et amener du contexte sur ce sujet. Alors du coup, pour en parler, nous avons aujourd'hui, de gauche à droite, Alice Pfeiffer, autrice, journaliste de mode dans des médias prestigieux comme Vogue, The Guardian ou Les Inrocks, spécialiste des questions du genre dans la mode. Bonjour. Nous avons également Lou Trottignon, humoriste, stand-upper. Et si vous n'avez pas encore vu son seul en scène, Mérou, je vous invite à aller le voir absolument tout de suite. Salut, merci. Nous avons également Claude-Emmanuel Gajan-Mo, artiste, DJ, égérie, modèle et militante queer. Bonjour. Juste après, nous avons Sébastien Delage, auteur, compositeur, interprète, qui fait aussi des tatouages absolument incroyables, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bonjour. Et enfin, nous avons Jean-Victor Blanc, qui est le psychiatre et fondateur de ce festival absolument incroyable où nous sommes aujourd'hui, qui est Culture, Pop and Psy. Bonjour. Alors, comme on l'a dit en introduction, être une personne LGBT peut amener à être exposé à beaucoup plus de violences, verbales ou physiques, et conduire à des troubles psychiques plus fréquents. Quels sont, vous, vos troubles, vos expériences de LGBT-phobie? Lou? Quels sont mes troubles comme ça. Moi, je suis une personne trans qui fait de l'humour. Je suis une des premières personnes trans en France à faire un spectacle de stand-up qui parle de transition, ce qui implique énormément d'isolement dans les comédie clubs et tout. Donc la transphobie, je la reçois constamment tous les jours. C'est-à-dire, ça va de se faire mégenrer à vivre des agressions transphobes quand je sors du comédie club ou quoi. Donc c'est constant, mais j'ai pris du temps avant de m'en rendre compte. Avant de me rendre compte, voilà. Parce que, je sais pas si ça répond exactement à la question, mais quand on parle pour une minorité, y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps qu'on est en même temps du particulier, en même temps du général. Ça veut dire qu'à chaque fois que je parle, pour les autres, je représente ma communauté. Et ce qui fait que pendant longtemps, j'étais très concentrée sur ma communauté, parler pour les autres, et j'ai oublié que je vivais directement cette transphobie et que ça me concernait. Donc ça a été vraiment un moment, l'année dernière, où j'étais là, ok, moi aussi je vis tout ça, je ne fais pas que en parler sur scène. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, absolument, et tout à l'heure on va y revenir. Tu parles de l'individuel ou de la communauté. C'est un des sujets sur lesquels on va revenir. Claude-Emmanuel, est-ce que tu as un positionnement sur la question ? Oui, je pense que c'est vraiment l'axe central de notre existence, le côté individuel et le côté communautaire, parce que finalement, la communauté, on la choisit pas vraiment, c'est-à-dire que c'est le seul espace où on est accepté, où on a le droit surtout d'y aller sans craindre de potentielles agressions et oppressions. Donc du coup, c'est un peu le seul espace qui nous est laissé, et c'est le seul espace où on peut du coup faire cette fameuse communauté, bien qu'il y ait forcément des divergences en plein milieu. Et pour les
les questions de discrimination, effectivement, la transphobie, principalement me concernant le cissexisme et la transmisogynie, parce que je suis une femme trans et que du coup, dans les industries que je bosse, qui sont liées à l'image, les standards de beauté foutent une certaine pression qu'on vient tout le temps me renvoyer à la figure et les personnes se permettent souvent de discriminer autour de ma transitude, tout simplement. Voilà. Alice, ton point de vue? Eh bien, pour moi, sans me lancer dans toute ma psychanalyse, moi j'ai une particularité, déjà j'ai déjà eu un métier où on m'a dit, tu sais, qu'ils cherchaient une gouine avec un look de bi, donc ça veut dire cheveux, je pense. Et là, tu fais le petit, merci. Tu fais la petite minute éducative où tu expliques les identités femmes. Et suite à ça, je ne nommerai pas le journal, un article a été paru, ce démêlage qu'ils ont nommé Homo mais pas trop. Et c'était leur tentative de couvrir les gouines féminines, comme si c'était pas une vraie identité. Et aujourd'hui, je suis dans un espace un peu intermédiaire, et d'ailleurs on peut en discuter, où je veux bien parler au nom d'eux, mais aussi je suis une femme cisgenre, aussi je suis middle class, aussi j'ai un paquet de privilèges ça me donne une place un peu interlope, où je peux aussi, il faut que je nomme mes privilèges quand je parle. Il faut qu'il y ait le terme qui a émergé, qui est féministe multidimensionnel, où c'est tu dis, oui, je suis une minorité là pas, et effectivement, en tant que parisienne en psychanalyse, je ne sais pas si je peux exactement dire je représente toutes ces personnes. Et ça, il y a autant tu accèdes à un poste de visibilité, autant il y a une culpabilité qui grandit. Voilà. Merci Alice. Sébastien? C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je suis un homme blanc, donc j'ai énormément de privilèges. Par chance, je suis gay. Donc j'ai pu avoir droit à quelques exemples de type... j'ai été pion, par exemple, dans un collège, et la principale avait dit à la dame de la loge j'ai appris que Sébastien était homosexuel, je ne peux pas le garder, imaginez que l'année prochaine, il se passe quelque chose avec un enfant. Voilà, donc pour vous donner un ordre d'exemple, moi j'ai eu droit à ce genre de choses, mais je pense que j'ai été bien épargné comparé à plein de gens de ma communauté. Jean-Victor, du coup, toi, tu es gay, mais tu es aussi psy. Est-ce que je peux avoir tes deux avis, du coup, en tant que gay et psy? On rentre directement dans le vif du sujet. Évidemment, moi, alors on va commencer par l'avis psy, qui est peut-être le plus simple pour moi à exprimer. Je suis un psy addictologue et je me suis spécialisé, j'ai ouvert une consultation spécialisée dans l'addiction au chemsex qui concerne principalement les hommes homosexuels. Et en ouvrant cette consultation, c'est un peu ouvrir un peu le capot sous énormément de discrimination et avec des discours de patients qui reviennent quasi systématiquement, avec des histoires d'harcèlement dans l'enfance, avec finalement quelque chose qui est très, pour le coup, très cinématographique, mais qui est très vrai, qui est que pour beaucoup des hommes qui viennent me voir, il y a ce sentiment d'étrangeté, voire de monstruosité qui apparaît très tôt dans leur parcours. Et à un moment, il y a une espèce de, souvent dans un contexte de harcèlement, de moments où ils disent bon, je vais du coup me conformer, je vais arrêter d'être efféminé, souvent parce qu'ils sont parce qu'ils sont harcelés tout simplement. Et en fait, ils essayent du coup de complètement tuer une partie de ce qu'ils sont, de cacher ce qu'ils sont. Et souvent, il y a vraiment un événement, quelque chose qui dit voilà, c'est à cet âge-là que j'ai décidé. Souvent au moment voilà, des premières envies sexuelles, le développement évidemment de la personnalité. Et ensuite, en fonction de ça, alors selon les parcours, heureusement, c'est pas toujours le cas, mais il y a souvent beaucoup d'homophobie avec cet aspect spécifique dans la construction que, à la différence d'autres discriminations comme le racisme, la famille n'est pas raciste envers la personne concernée, parce que en général la famille partage en fait cette discrimination. Dans le cas de l'homosexualité et des personnes LGBTQI+, c'est pas le cas. Et donc en fait souvent ça peut se cumuler parce que pour le coup on peut avoir être racisé et en plus être LGBT. Et pour le coup il y a un isolement très très fort à cette période-là qui ensuite peut
se traduire, alors en l'occurrence moi dans la consultation ce que je vois c'est beaucoup d'addictions, de troubles dépressifs, beaucoup aussi du coup de violences sexuelles. Alors dit comme ça fait un peu le catalogue un peu déprimant hein, clairement, mais c'est vrai en fait, et ce qui peut expliquer aussi ces chiffres que tu citais, qui expliquent un peu pourquoi finalement il y a autant de troubles psychiques dans la communauté, avec, on pourra en parler après, des raisons aussi, on va dire, plus historiques. Et après, évidemment, en tant qu'individu, bon, c'est assez émouvant parce que je ne parle pas très souvent de moi en tant qu'individu, mais je vais répondre à la question. Évidemment, dans mon parcours, c'est des choses que j'ai pu traverser. Et finalement, que ce soit devenir psychiatre, lancer ce festival, ouvrir la consultation spécialisée, c'est probablement aussi d'être dans la réparation, parce que forcément, il y a quelque chose qui est très fort, qui est que beaucoup, alors il y a quelque chose de très universel en psychiatrie, mais c'est vrai que beaucoup du coup des parcours de mes patients peuvent faire écho à des choses que j'ai vues ou que j'ai pu vivre pour une partie, notamment le harcèlement. Et c'est vrai que du coup, ce qui rend ce métier aussi génial, c'est qu'on est activement dans quelque chose d'essayer de faire de la réparation et de finalement, pour certaines personnes qui n'ont jamais vu de psy, parfois n'ont jamais pu parler de ce qu'ils avaient vécu, c'est quelque chose d'extrêmement fort et toujours très émouvant. Alors, vous êtes tous des personnes de la communauté LGBTQIA+, et s'il y a bien un truc que les... Oui. Non, c'était une blague, j'étais là, quoi? Non, si, c'est sûr. Et s'il y a bien un truc que les hétéros n'ont pas à faire, c'est le coming out. Et Sébastien, tu en parles dans ton projet, qui n'est pas juste un album, mais qui est accompagné aussi de podcasts. Il y en a un qui parle du coming out. Je pense que c'est important de parler du coming out par rapport à la santé mentale, parce que ça peut être un stress pour beaucoup de gens. Ça peut être un coming out gay, bi, lesbienne, trans. Et il y a plein de choses à dire là-dessus. Comment ça s'est passé, vos coming out, et qu'est-ce que ça a apporté sur votre santé mentale ? Bah moi, dans mon cas, déjà, je suis bipolaire. Donc j'ai une pathologie psychiatrique en plus. Donc là, vous avez de la chance, vous me voyez en phase maniaque, donc ça va super. Si ça avait été au printemps, je serais peut-être pas là. Mais je pense que c'est différent pour tout le monde. Moi, dans mon cas, je l'ai dit, c'était assez compliqué de le cacher. J'ai été harcelé pendant longtemps à l'école parce que j'étais maniéré, je faisais du théâtre, je voulais pas aller faire de l'EPS, je me faisais dispenser de piscine parce que j'avais honte d'être à moitié à poil à la piscine, parce que tous mes collègues garçons se foutaient de moi. Et du coup, comme ça se voyait beaucoup, j'ai essayé de le dire assez vite à ma mère. C'est ma mère qui m'a élevé seule. Et quand j'avais 16 ans, donc je lui ai dit, et en fait, sa première réaction, ça a été de me dire « Mais tu te rends compte que j'aurai pas de petits-enfants ?» Et on est beaucoup d'hommes gays à avoir entendu cette phrase en réponse. Et je crois que nos parents ne réalisent pas à quel point ils en font une affaire qui les concerne en répondant ça, alors que nous, on essaye juste de pouvoir être 100% nous avec eux. Et à partir du moment où ils font ça, souvent, ça ferme la porte. Et alors moi, ma mère, pour vous donner un exemple, m'a encore dit, il y a 4 ans, j'ai essayé de régler des choses avec elle, en thérapie, tout ça. Et elle m'a dit, tu te rends compte, à l'époque, tu as osé me dire que tu étais gay alors que je venais d'avoir un cancer. Enfin, est-ce que tu revois beaucoup ton ex-Émilie du lycée? Enfin, ce genre de choses. Et en fait, pour elle, elle n'est pas homophobe, mais elle ne se rend pas compte qu'elle fait de l'homophobie systémique. Et c'est vraiment une question d'éducation. Et j'ai beau essayer de le faire du mieux que je peux, malheureusement, ça rentre pas. Donc du coup, le coming out, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tant qu'elle n'a pas incorporé ça, j'ai l'impression d'être en perpétuel coming out avec elle, même encore aujourd'hui à 38 ans. D'ailleurs, on ne fait pas un coming out, mais on en fait en permanence, avec le travail, avec des amis, avec des nouveaux groupes d'amis. Claude Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que le premier coming out je ne l'ai pas fait. C'était forcément le harcèlement scolaire principalement. Et effectivement, pendant longtemps, j'ai cru appartenir du coup au groupe, à la classe homosexuelle. Et parce qu'on me rejetait en permanence le fait d'être vraiment très efféminé, d'avoir quand même un physique déjà à cet âge-là assez androgyne. Et donc du coup, il y avait un fort besoin de ces personnes-là, typiquement de me redresser. Et ça, c'était vraiment l'apanage de mon père. Donc le rugby, le football, l'athlétisme, la chasse, la pêche, tuer des animaux, dépecer des animaux.
Voilà, des activités Que qui des sont... bons sujets, quoi. Voilà, mais vous voyez, j'ai l'air d'aller à peu près bien aujourd'hui. Et puis après, écoutez, être trans, malheureusement, ça ne se cache pas. Donc un jour, j'ai fait une transition et ça s'est vu. Voilà, donc il a fallu le dire à tout le monde explicitement. Mais du coup, un coming out trans, c'est encore quelque chose de différent de faire un coming out gay ou lesbien. Du coup, est-ce que ça t'a apporté des choses différentes par rapport à ta vie? Est-ce que ça a transformé ton parcours de vie? Alors le premier truc dont je me suis rendu compte, c'est que vraiment être une meuf, c'était pas drôle. La perte de privilège, c'est pareil qu'une descente dans un roller coaster, ça fait très mal. On ne change pas, mais physiquement, du coup, on se change. Et donc, on passe vraiment d'une classe dominante, la classe des hommes, à la classe des femmes. Et donc, même si le discours ne change pas, il y a des termes qui commencent à arriver quand tu parles, du type l'hystérie, elle est folle, pourquoi tu parles, t'es pas assez douce, il faut sourire, ah, si tu te refuses à moi, t'es une pute, ainsi de suite. Et en fait, tous les trucs misogynes et sexistes qui sont la parade des corporalités féminines te tombent un peu dessus. Et là, tu commences à réfléchir, quoi, t'as pas trop le choix. Voilà. Lou, tu parles aussi de ce sujet dans ton seul en scène. Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport justement au coming out trans? Pareil que Claude Emmanuel, moi j'ai pas fait de coming out à proprement parler, parce que quand tu commences à avoir de la barbe et que t'es assignée femme à la naissance, non mais c'est vrai. Et ça c'est un truc aussi, sur scène, je fais tous les soirs, à chaque fois que je monte sur scène, c'est un coming out. C'est la première phrase que je dis, bonjour je suis trans, parce que moi je pensais gagner un petit peu des privilèges, mais en fait pas du tout, ou très peu en tout cas, parce qu'en fait t'es toujours trans, tu seras jamais considéré comme un homme cis. Et je ne peux pas faire de blagues tant que je n'ai pas dit je suis trans, j'ai été assignée femme et je vais vers la masculinité. Sinon, les gens ne m'écoutent pas. Et je ne peux pas faire mon travail sans ça. Mais aussi parce que voilà, je fais 1m50, je reste efféminée. Voilà, c'est vrai que au début de ma transition, j'ai remarqué que j'avais plus de harcèlement de rue. Ça m'a fait un silence dans la tête. Et après, j'ai découvert qu'en plus d'être un mec trans, j'étais pédé. Et du coup, j'ai découvert un autre harcèlement de rue. Et j'étais ah ouais, bon, ok. Non, tu peux jamais gagner. Tu peux jamais gagner quand t'es trans, quoi. Voilà, après, il y a un truc aussi, je sais pas si ça sort un peu du truc, mais auquel j'ai pensé, c'est que moi, j'avais pas fait le lien par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il y a des troubles psychologiques qui sont liés au LGBTQI-phobie. Moi, en tant que personne trans, je parle très peu de santé mentale. Parce que dès que je parle de santé mentale, ou de troubles psy ou de dépression, on me renvoie continuellement à ma transidentité. Quand je vais voir des médecins ou quoi, que je dis ça va pas, j'ai besoin d'aide, on me dit fallait pas transitionner. Je dis bon écoutez, je fais ce que je peux. Enfin voilà, ça c'est vraiment un truc. C'est la première fois que je parle de santé mentale et que je m'y autorise parce que c'est dans un cadre assez safe, quoi. Voilà, je sais pas si ça sort du truc, mais j'étais là, il faut que je le dise. Voilà. Non, ça sort pas du truc. Je pense que c'est absolument dedans, vraiment. Alice. Tout à l'heure, tu nous parlais justement des femmes qui étaient féminines. Ouais. Et du coup, est-ce que dans ton expérience, par rapport au fait d'être une femme féminine, il y a, par rapport au coming out dans l'entreprise ou ailleurs, des choses que tu pourrais nous partager? Ce qui est marrant, c'est que du coup, j'ai fait mon coming out à ma mère, qui est devenue Dalida, qui m'a dit, qui a commencé à porter des lunettes noires à la maison pour pas avoir à croiser mon regard, qui était horrifiée, qui m'a dit, moi, femme ayant enfanté par la voie hétérosexuelle, je ne comprendrai jamais. J'aimerais donc savoir ce qui est enfanté par la voie homosexuelle. Et après ça, vu qu'il n'y a pas de trouble dans le genre, entre grosses guillemets, pourquoi ? Et là, tout le monde a une... Est-ce que c'est parce qu'il t'est arrivé ça à tel âge? Est-ce que c'est machin? Est-ce que tu l'étais avant d'être traumatisé par X, Y, Z? T'es donc déréglé. Et alors vraiment, c'est magnifique. C'est-à-dire que ou c'est parce que monsieur ne veut pas de toi, ou parce que tu as peur de monsieur. Mais ça pourrait jamais être un choix. Et voilà, du coup, vraiment, c'est à libre interprétation. Je l'avais pas vu, tu nous l'avais bien caché. J'ai même lu un. Mais du coup, si tu ne voulais pas sortir avec ces garçons, qu'est-ce que tu leur voulais? Ces pauvres garçons qui auraient donc été ma victime. Donc ouais, c'est vraiment, tu t'en deviens fourbe. C'est super bizarre. Ouais, les pauvres. Ouais. Jean-Victor?
La question du coming out, elle est assez centrale et ce que dit Sébastien, c'est hyper intéressant de faire un parallèle. C'était d'ailleurs une des premières tables rondes qu'on avait fait au festival. En fait, on parle de coming out pour l'orientation sexuelle comme pour avoir un trouble, puisque c'est des discriminations qui sont dites, qui peuvent être invisibles dans le sens où, là aussi, si on fait un parallèle avec une autre discrimination comme le fait d'être racisé, on n'a pas besoin de l'expliquer. C'est ce qui se voit et même parfois on est assigné à une origine alors que finalement on ne l'est pas, mais on vit du coup la charge discriminatoire liée à. Là pour le coup, entre guillemets, on peut essayer ou faire le choix de le dire ou pas. Et ce que la plupart des études montrent, notamment dans le cadre de la santé mentale, c'est que faire son coming out, c'est plutôt associé à une meilleure santé mentale, parce que sinon, et on voit que c'est les mêmes logiques dans les deux cas, le fait en fait de vivre avec quelque chose de son identité qu'on se doit de cacher à son entourage, même si derrière on le cache pour éviter des discriminations, finalement ça génère un stress continu, avec ce qui est particulier dans le cadre de la maladie mentale, qui est que pour le coup, en essayant de cacher ce qu'on est ou ce qu'on a, par exemple à un moment un trouble dépressif ou un trouble bipolaire, ça augmente le risque de rechute parce que ça génère un stress qui lui-même est négatif pour ce qu'on essaie de cacher. Donc il y a vraiment quelque chose de compliqué. Et néanmoins, et c'est très compliqué comme question, et d'où l'intérêt de réfléchir tous ensemble là-dessus, c'est qu'on ne peut pas non plus, il faut s'abstenir d'espèces d'injonctions au coming out. Parce que pour le coup, on le sait que faire son coming out, pour plein de raisons, ça peut accentuer et générer des discriminations, notamment avec une des plus évidentes dans le milieu du travail, et que donc c'est toujours une question qui est complexe quand parfois les patients sont dans ce questionnement-là, de dire oui, dans un monde idéal, il n'y aurait même pas besoin de le faire. Aujourd'hui, c'est nécessaire de le faire pour des questions de visibilité et que si globalement, même si on le voit, c'est des sujets qui sont lourds, je trouve que quand même, on espère que ça va de mieux en mieux. En tout cas, si on regarde sur quelques centaines d'années, il y a quand même une visibilité qui est très importante, qui était grâce à des personnes qui ont fait leur coming out, qui ont un petit peu, entre guillemets, essuyé les plâtres. Donc peut-être qu'un jour, il n'y aura plus besoin de le faire. Néanmoins, dire il n'y a pas besoin de le dire et c'est une violence que d'afficher son identité, etc. Ça, pour le coup, on voit que c'est vraiment une rhétorique qui n'a aucun sens. Et que si il n'y avait pas besoin de le faire, en fait, les gens qui disent ça, c'est les gens qui n'ont pas envie qu'on le fasse. Donc, avec un argument, on voit bien, qui est complètement fallacieux, quoi. Oui, absolument. Vous êtes tous ici des personnes qui sont visibles, que vous soyez chanteur, DJ, humoriste, journaliste. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que cette position d'être personne visible, ça vous donne une responsabilité ou est-ce que ça vous donne une contrainte ou une opportunité de pouvoir dire des choses par rapport au LGBT story? Et est-ce que ça vous amène aussi des choses qui vous sont vraiment des contraintes, qui vous posent des problèmes par rapport à votre santé mentale, par exemple? Alice? Moi, j'aimerais, c'est une question pour tout le monde, quand tu embauches un LGBT, qu'est-ce qui fait partie implicitement du package? Qu'est-ce que tu attends que tu n'attendrais pas d'une famille? Ouais, voilà, ça déjà. D'une personne hétérosexuelle. Déjà, hormis le fait que probablement j'ai la trentaine et de mon vieil âge, j'étais à une époque où j'aurais pas pu avoir d'enfants, donc je suis disponible 7 jours par semaine à des horaires dérisoires. Effectivement, je ne pars pas à 5 heures chercher la petite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre symboliquement? Est-ce que je te dois de partager ma vie sexuelle, ma vie fêtarde, d'avoir des tips, écouter tous tes coming out divers? Qu'est-ce que je suis le réceptacle de quoi? Et qu'est-ce que moi-même je me suis emmenée à performer? Quand est-ce que je me dois de le cacher ou pas? Donc c'est vrai que tu te dis, je suis là pas pour ça, mais quand même pour ça. Et quelle claquette j'ai en poche, quoi? Je sais pas si ça a été votre expérience. Et Lou, par exemple. Claquette, non mais quel petit numéro tu Ah, dois, oui, pardon. Quelle craquette? Claquette. Allez, c'est parti. Lou, ça te provoque des choses par rapport à ton écriture, par rapport au fait d'être responsable de dire quelque chose quand tu es sur scène? Ouais, après, moi, j'ai vraiment fait le choix à un moment d'en parler. Parce que tu peux être trans et pas parler du fait que t'es trans, mais en vrai, non. Dans le stand-up, mais c'est juste que...
J'aime bien comment à chaque fois que tu claques des doigts, ça devient de plus en plus vers moi. Non, j'adore, c'est vraiment... Bravo. Zut, je me suis perdue. Et voilà, trouble de l'attention, étonnant. Non. Alors, je dis souvent que pour être queer, il faut un trouble de l'attention et un bon décolorant pour cheveux. Ouais. C'est vrai. Allez, on se concentre. C'est quoi la question? Est-ce que du coup ça a Oui. influé sur Oui, la façon moi dont tu écris et j'ai la fait le choix responsabilité que de tu as? parler de transidentité, sachant que j'étais une des seules personnes trans dans le milieu où j'étais. Donc, je parle en particulier pour le général. Il y a des choses que je ne dis pas volontairement sur moi, des subtilités de ma propre transition que je dirai plus tard. Parce que pour moi, il y a une première étape qui est on est là, on existe, on est comme vous, entre guillemets, on est des humains en tout cas. Donc oui, il y a des choses que je ne dis pas encore parce que c'est trop tôt, parce que d'abord, par exemple, je parle pas sur scène du fait que je suis un mec trans PD. Parce que dans ma salle, il y a des gens, ils viennent d'apprendre qu'il y a des personnes trans. Donc si on leur dit qu'en plus on est PD, ben, moi j'ai plus de public après. Donc voilà, oui, ça, voilà. Il y a autre chose qui me stresse beaucoup dans la responsabilité du fait d'avoir l'impression de parler pour absolument toutes les personnes trans, ce qui n'est pas le cas. Hein. Je le répète souvent que c'est mon chemin à moi. Il y a ce stress par rapport à la communauté trans aussi, de dire des choses qui ne leur vont pas, de peut-être faire des erreurs. Donc j'ai un peu le double stress de est-ce qu'on va me comprendre pour les gens qui ne sont pas concernés, et est-ce que je ne vais pas faire d'erreurs en parlant de transidentité alors que je ne représente que moi au final dans la transidentité. Donc c'est un gros stress, mais j'essaye de faire avec. Et C'est avec intéressant humour. justement parce que ça veut dire que tu prends la parole, que tu as une voix et qu'en fait, est-ce que ta voix elle est unique, est-ce que ta voix elle est bonne et du coup en fait c'est un vrai questionnement quoi. Ouais, il y a un truc que j'ai remarqué aussi. Je suis passée dans le mainstream il y a 1 an, dans le mainstream, dans des médias mainstream, parce qu'avant j'étais surtout un peu mis en avant dans des milieux LGBT déjà. J'ai fait une chronique à France Inter qui a complètement fait démarrer ma carrière de ouf, j'étais trop content. Mais le truc que j'ai reçu le plus en commentaire, c'est « Toi, ça va parce que t'es pas en colère ». Et j'étais là, en fait, si, c'est juste que je sais pas comment l'exprimer parce qu'on m'a pas appris. Et j'ai remarqué aussi, et je l'assume totalement, que la raison pour laquelle pour moi ça fonctionne, il y a évidemment mon travail, le fait que je suis quelqu'un qui travaille, j'espère que je suis vraiment drôle et tout, mais c'est aussi que je corresponds à ce que les gens attendent d'une personne trans non-binaire. Je suis blanc, je suis androgyne, je suis pas très menaçant. Donc, ok, j'ai décidé d'utiliser ça pour peut-être ouvrir des portes après. Mais il faut avoir conscience de tout ça quand tu es une des seules personnes à avoir la parole sur certains sujets, quoi. Absolument. Sébastien? C'est un peu ce que tu disais, il y a un truc un peu... moi, dans ma musique, je parle beaucoup des garçons et de santé mentale, parce que c'est moi, voilà. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais un groupe de musique, on était en maison de disques chez Polydor, donc chez Universal, et un DA, en sus d'avoir demandé est-ce que tu peux demander à ta chanteuse qu'elle ait 15 kilos à perdre avant la sortie de l'album, ce qui est un exemple de dégueulasserie innommable. Il m'a aussi dit tu sais, je suis pas homophobe, hein, mais évite de dire que t'es gay en interview, parce que les gens, peut-être ça les empêchera d'écouter votre musique. Et donc ce jour-là, je me suis dit qu'on avait fait une erreur déjà en signant chez Polydor. Et la première chose que j'ai fait quand ce groupe s'est arrêté, du coup, c'est monter un label où je suis tout seul dedans. Il est associatif. Le but, c'est de produire ma musique avec. À long terme, quand j'aurai beaucoup de succès, donc allez écouter ma musique, d'en produire d'autres. Et voilà, de créer mon espace safe, parce que finalement, je vois bien que, effectivement, comme tu dis, j'ai des privilèges. Je suis un homme blanc, et j'en ai énormément. Mais néanmoins, de temps en temps, on me fout des trucs comme ça dans la gueule, et je me dis, ok, je vais me servir de ces privilèges, effectivement, pour le faire, comme tu dis, à mon échelle, en parlant de moi, de mon expérience. Alors c'est peut-être un peu égocentrique, mais finalement, au final, les gens quand on fait ça sincèrement et qu'on travaille beaucoup aussi, les gens s'y retrouvent. Et de tout genre, tous les gens, quoi, au final, sans limite de genre, d'orientation sexuelle, tout ça. Et du coup, il y a une responsabilité, mais j'ai l'impression, mais pour ma part, j'essaye de le faire à mon échelle et aussi en fonction de mon état mental. Quand je suis en phase dépressive, j'ai déjà tellement de mal à m'occuper de moi que même m'occuper de ma communauté, c'est compliqué.
Donc j'essaye de le faire à mon échelle quand je le peux, comme je le peux surtout. Claude Emmanuel, du coup, toi, en tant que personne trans qui est dans la mode ou aussi DJing, du coup, le fait d'être là, en fait, est-ce que ça t'apporte des choses compliquées? Est-ce que ça t'apporte des contraintes? Bravo. Slay. Non. Non, clairement, ça a été me fermer des portes que d'être extrêmement public vis-à-vis de ma situation. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Je ne dirais pas que j'ai été saisie d'une mission ou quoi que ce soit, c'est juste que je ne pouvais pas faire autrement. Dans le sens où quand j'ai commencé ma transition, on m'a coupé les vivres, j'ai été complètement éjectée de mes liens familiaux de sang. Je me suis retrouvée à la rue, j'ai perdu mon travail. Et d'un coup, en marchant dans la rue, je me fais caster pour un énorme film avec Gaspard Noé. Et d'un coup, pouf, on me jette des paillettes à la gueule. Et je ne peux pas ne pas parler de la situation des personnes qui me ressemblent. Et la vraie situation des personnes qui me ressemblent et dont je ne suis pas représentante, c'est les meufs trans qui sont travailleuses du sexe au bois de Boulogne, qui, pour des raisons monétaires, parfois ne se protègent pas ou se protègent mal pour pouvoir avoir des rapports avec des mecs cis hétéros qui sont souvent mariés, qui sont là pour foutre des méfaits sociétaux et abuser en fait de leur situation. Qui se retrouvent avec des IST, qui se retrouvent avec le VIH, qui sont souvent des personnes migrantes, qui sont sans papier. Ça fait beaucoup de choses. Et donc moi, d'un coup, je me retrouve posée sur un piédestal et je trouve qu'il y a une injustice incroyable de moi m'avoir choisi, de m'avoir piqué pour pouvoir avoir ce statut un peu... muse, d'icône, machin, je sais pas trop d'où ça sort. Et quand je regarde par ma fenêtre, je vois mes sœurs en train de tapiner au bord de la route. Non, ça marche pas comme ça. C'est soit je parle pour qu'elles viennent au même statut social que moi, soit dans ce cas-là, j'abandonne tout et je m'en vais tapiner avec elles, en fait. Voilà. Slay. Jean-Victor, c'est quoi ton point de vue là-dessus, justement? C'est hyper intéressant de voir du coup tous ces points de vue et de voir que, alors pour repréciser, évidemment, dans ce que j'ai dit, il y a plus de troubles psy chez les queers, mais évidemment, c'est pas le fait d'être queer, mais c'est en fait le fait, et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans tous vos discours, c'est en fait d'être plus harcelé, de ne pas pouvoir être qui on est, etc. Et donc, c'est des facteurs qu'on retrouve en fait chez n'importe qui. Les personnes qui ont vécu du harcèlement, peu importe pourquoi, sont plus à risque d'avoir des troubles dépressifs ou de l'anxiété par exemple. Donc en fait, c'est juste statistiquement que on comprend en fait comment on fabrique quelque part finalement des troubles psychiques dans certaines communautés, et c'est vrai pour toutes les communautés, et c'est vrai aussi que quand on est à l'intersection de plusieurs communautés, et bien là pour le coup c'est la double, triple, quadruple peine. Et en même temps, et c'est ce qui est hyper beau je trouve en entendant, c'est que on voit aussi la force que chacun d'entre vous avez trouvé, comment vous avez sublimé ça dans votre art, dans votre métier, et comment aussi, et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas simple parce que c'est un process, mais de se dire que c'est d'ailleurs une question qu'on utilise en fait pour évaluer le taux d'homophobie internalisée ou de transphobie internalisée, c'est-à-dire en fait quand soi-même on intègre les stéréotypes négatifs liés à son orientation sexuelle, et en fait par exemple en se disant tous les trans sont des personnes menteuses et sont systématiquement associées au travail du sexe, en fait une personne dit ça, 100, 1000, on n'a que ça comme représentation, au final, on peut aussi du coup aller dans ce chemin-là, même si on ne le souhaitait pas forcément. Et donc pour le coup, c'est aussi en fait comme ça, l'homophobie internalisée, on l'évalue en demandant à quelqu'un, est-ce que si vous aviez le choix, est-ce que vous choisiriez votre orientation sexuelle, la même ou une autre, notamment hétérosexuelle. Et en fait, c'est associé à une homophobie internalisée que de dire je souhaiterais être autrement. Et dans ce qu'on retrouve dans tous les parcours, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très beau qui a été fait, et aussi d'un sentiment de communauté, et que c'est aussi probablement, et c'est même certain, un lieu où des personnes peuvent se ressourcer, reprendre de la force,
aussi avec un effet de networking, clairement, et que ça, c'est aussi très intéressant du point de vue de la santé mentale parce que ça devient clairement une ressource pour justement dépasser, pour le coup, des choses qui ont pu être compliquées et qui, en plus, et c'est ce qui est intéressant et clairement, c'est ce qu'on utilise à tout point de vue avec Pop et Psy, en utilisant le parcours des personnes qui ont une grande visibilité médiatique, qui ont réfléchi sur le sujet, qui l'ont transformé dans leur art, dans leurs chansons, à l'écran. Ça donne une visibilité et c'est complètement majeur et c'est probablement la chose la plus efficace. Enfin, si aujourd'hui la psychiatrie est en train d'évoluer quand même à vitesse grand V depuis quelques années, c'est clairement grâce à Netflix, plus que grâce au gouvernement qui vient de déclarer grande cause nationale. On est bien d'accord. Du coup, on va en venir à un sujet qui est assez intéressant. Vous êtes tous des personnes visibles et du coup, j'aimerais qu'on parle des réseaux sociaux. J'ai 2 chiffres à vous amener. Le premier, c'est le rapport de SOS Homophobie qui est publié en mai 2024 qui dit que 11% des violences homophobes sont liées aux réseaux sociaux et à Internet. Et le deuxième, il est très frais, il est de hier, je crois. C'est une étude Dailymotion qui dit que les utilisatrices sont 10% à avoir été harcelés en raison de leur orientation sexuelle et 9% à avoir été harcelés en raison de leur genre. Du coup, vous qui êtes des personnes visibles, j'aimerais savoir ce que les réseaux sociaux ajoutent à cette charge mentale, à cette santé mentale par rapport à vous. Claude Emmanuel. Hi. J'avoue qu'il y a des trucs dont je parle pas publiquement sur les réseaux sociaux, mais je ne souhaite à personne d'ouvrir mes DM. C'est pas mal pendant votre café de pouvoir voir des menaces de mort ou des menaces de viol. C'est pas très agréable. Alors quand même beaucoup moins sur Instagram parce que j'ai quand même une communauté qui me soutient vraiment à 100%. Donc c'est très rare quand je subis vraiment de la transphobie ou toute forme de racisme ou autre forme de discrimination dessus. En revanche, sur TikTok, un truc que j'essaie d'exploiter, là, c'est juste catastrophique. Il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas quelque chose qui est méprisable vis-à-vis de mon identité de genre, vis-à-vis de mon rapport à la sexualité, vis-à-vis du fait que je suis extrêmement libre avec qui je suis et que ça clairement dérange et oppresse beaucoup de personnes sur ces plateformes-là. C'est étrange comment entre les réseaux sociaux et marcher dans la rue, il y a une vraie différence des rapports. C'est-à-dire que les gens sont extrêmement peur, je pense, de nous pour des raisons qui sont clairement pas valables. Pour autant, ça se cristallise à travers leur écran. Ils se sont pris d'une certaine impunité, donc ils le font subir. D'où l'importance de pousser vraiment les condamnations autour du cyberharcèlement. Je pense que c'est un vrai biais qu'il faut amener et aussi essayer de le contrôler parce que les médias, maintenant, ils appartiennent quasiment tous à l'extrême droite et aux bourgeois parasites. En fait, Internet, c'est le seul média qu'ils ne peuvent pas acheter. Et du coup, avec cette visibilité, l'important, c'est de faire de la pédagogie, même si on est très faible, très fatigué. Mais faire de la pédagogie, ça me semble vraiment nécessaire. C'est pour ça que dernièrement, j'ai décidé de faire un peu plus de vulgarisation avec 7 points pour comprendre quelque chose. Et généralement, je remarque qu'il y a plein de personnes qui ont peur de prendre la parole parce qu'ils ont l'impression de ne pas comprendre un sujet, alors que c'est beaucoup plus simple à comprendre et aussi sortir de ces trucs universitaires. Genre, si tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas assez compétenteux pour pouvoir parler d'un sujet. C'est faux, fuck that. C'est encore un truc de bourgeois parasite, même si tu es de gauche. Voilà. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Mais comme tu le dis, effectivement, il y a une différence entre merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais je voulais dire que, Alice, toi, en tant que journaliste, tu dois certainement voir la différence entre ce qui va se dire et ce qui va se faire par rapport... J'ai encore oublié ce que je voulais dire. En tant que journaliste, tu vas voir la différence... J'ai oublié. En tout cas, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que tu penses que la commu, c'est le monde, c'est l'univers. Yes. Et après, tu découvres que pas du tout, vous êtes 12 et que le restant de la France est haineuse. Et que tu vois des manifs de personnes que tu connais pas, mais se battre pour t'enlever tes droits à toi.
Et oui, c'est vrai qu'il y a un décalage, où on est dans une mini-bulle, où on parle la même langue, et tout le monde fait super gaffe, et après la France. D'accord. Effectivement, tout appartient à Monsieur Monoprix aujourd'hui. Donc c'est vrai que... Ouais. Lou, t'en penses quoi? C'est nul. Non, mais c'est vrai qu'il y a une. Moi, j'ai refusé d'aller sur TikTok parce que j'ai commencé à mettre des vidéos et. Ah ouais, c'était violent tout de suite. Instagram, c'est assez violent maintenant que ça monte en visibilité. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont 3 gifs, les transphobes. Et vraiment, c'est toujours les mêmes, quoi. Tu vois lequel c'est? Ils ont le gif lance-flamme, celui-là comme ça. Ils ont le gif flingue. Et ils ont le gif hélicoptère de combat. Oui, parce que quand on est trans, notre genre, c'est hélicoptère de combat. Voilà. Mais c'est que hélicoptère de combat. Hein. Ils n'ont pas d'autres exemples. Hélicoptère de combat. Je sais pas pourquoi La ils disent- nouvelle trend, c'est X-Men. Ah, c'est ça, c'est X-Men maintenant. C'est X-Men. On est des mutants et tout. Exactement. Quoi. Ah, Franchement, j'adore. moi, je trouve que c'est slay, je comprends pas. Ouais. Oui, grave. Non, mais c'est vrai, ils t'envoient dans les DM. C'est une charge mentale de ouf en plus. Moi, là, je dois faire de la presse maintenant que je faisais pas avant. Et en fait, je vais à 7h du matin sur une télé pour parler de mon spectacle, pour parler d'humour. Et je me fais maquiller par la maquilleuse. Et là, elle me dit, mais c'est pas une phase? Je suis là. Il est 7h du mat. La transphobie, c'est à partir de 14h. Ouais, flemme. Ouais. Genre. Et vraiment, elle me dit, c'est quoi, vous, votre trouble psychologique qui vous a fait transitionner? Elle a mon visage entre mes mains. Tu peux rien dire dans ces trucs-là. Et c'est ouf, quoi. Et du coup, c'est une charge mentale, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. Et moi, sur les réseaux, ma technique qui me rend un peu triste, c'est que j'ai retiré mes invitations par message. Donc je ne peux pas voir non plus les messages d'encouragement. Mais sinon, c'est trop dur. Du coup, c'était une de mes questions. C'était Ouais. est-ce que vous vous préservez? Est-ce Ah, que bah vous oui, protégez? Et du coup, effectivement, oui, tu bloques. Ouais. Je bloque mes invitations par message. Des fois, je demande à mes collaborateurs et collaboratrices de masquer les messages, mais des fois, par exemple, j'ai fait une vidéo pour le Jamel Comedy Club. J'étais extrêmement fière de jouer dans ce comedy club en tant que personne trans. Et en fait, mon extrait de vidéo est tombé dans l'algorithme de l'extrême droite. Et du coup, tout mon travail, genre la plupart des personnes queer n'ont pas forcément vu cette vidéo, quoi. Et je suis trop triste de ça. Et tu peux pas, il y a aussi ça, il y a l'algorithme, il est horrible. Tu soutiens la Palestine, tu soutiens le Liban, tu te fais shadowban. Tu dis trans, lesbienne, tu te fais shadowban. Tu montres un tout petit peu ton cul, tu te fais shadowban. Enfin, maintenant ça va, mes tétons sont légaux, donc je peux les montrer, mais tu vois, c'est fatigant, alors que c'est le cœur de notre métier, c'est le cœur de notre visibilité. C'est comme ça qu'on remplit nos salles, c'est comme ça qu'on a des contrats, qu'on vend des disques. Bien sûr. Je sais pas si on vend encore des disques. Si, un petit Si peu. on dit ça encore. Tout ça, à mon échelle, j'en ai fait 300 seulement. Mais Ok, bon, Bravo. voilà. Mais c'est arrivé il n'y a pas très longtemps pour une sœur à nous qui s'appelle Mini Majesté, qui a porté la flamme pour les Jeux Olympiques, qui a été pourrie sur tous les réseaux à partir du moment où elle a porté la flamme et que donc du coup elle a été médiatisée. Et c'est là où je voudrais en venir, c'est que les réseaux aujourd'hui, ils peuvent être un moyen de vous promouvoir, de faire en sorte que votre art ou tout ce que vous faites soit compris. Mais ça peut être tellement dur. Minima, moi je l'ai vu une fois, elle m'a fondu dans les bras parce que elle Parce qu'elle avait est devenue trop de elle est trop de devenue messages le négatifs. punching ball de l'extrême droite. Absolument. Et du coup, Sébastien, est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça? Bah, moi, à mon échelle, c'est très minimal parce que je pense que moi, je communique principalement avec Instagram. Je suis déjà trop un boomer pour TikTok. Et du coup, ça va parce que c'est un peu ce que tu disais. On est suivi par notre famille choisie, des gens qui nous écoutent, des gens qui ont fait le choix de venir sur notre page. Et du coup, on reçoit plutôt beaucoup de soutien et d'amour et tout ça. Mais effectivement, je vois, moi, dès que j'ai eu des promos qui me faisaient un peu sortir des cercles LGBT, que ça apporte des gens qui ne sont pas de notre communauté, ou alors des gens effectivement d'extrême droite ou même de droite modérée, très vite, on devient choquant, trop visible. Moi, mon disque s'appelle Baisse Platine, par exemple. Il parle de sexualité, c'est un album qui parle de cul. Et je ne pouvais pas écrire sur Instagram le nom de mon album parce que sinon l'algorithme me take down mes posts. Donc je pouvais écrire B*ISE pour baise, voilà. Et du coup, bon bah, alors je vais pas montrer de pornographie sur Instagram, c'est pas le lieu. Mais dès qu'il y avait un clip avec des mecs qui se roulent des pelles, ça se fait take down. L'algorithme est
comme tu dis, dès qu'on veut parler de Palestine, dès qu'on suit des sujets woke, moi je vois toujours pas l'insulte dans woke. Woke, ça veut dire éveillé, mais passons. Et bah ouais, on est tout de suite soit balancé, comme tu dis, dans des algorithmes d'extrême droite où là vraiment on devient le punching ball et l'objet de frustration de ces gens-là, ou alors on se fait take down parce que effectivement tout appartient à Bolloré et compagnie, quoi. Mais surtout, je peux. Pardon. Non, mais surtout c'est très court, mais c'est juste que c'est dans les faits inverses. Il y a pas longtemps. Bon, il y a quand même 6 mois maintenant, il y a un humoriste qui a fait une vidéo, c'était censé être drôle, mais qui a clairement menacé de viol une personne trans connue. Et ça, on a essayé de le signaler. Instagram répondait bah non, ça atteint aucune communauté. Et je suis là, mais enfin, moi mes vidéos elles s'enlèvent en 2 secondes parce que j'ai dit trans. Quoi. J'ai fait un rendez-vous avec Meta. Ouais oui, c'est une vraie catastrophe. C'est des gens, c'est des vrais gens. Dédouanent. C'est de vrais gens. C'est des vrais gens qui se dédouanent et qui disent qu'ils font correctement les choses. Voilà. Ils vont te dire que... Hein ? C'est quoi l'argument, du coup ? Comment ils se... L'argument, alors du coup, vous savez, sur TikTok, du coup, ils mettent en avant tout type de contenu. Donc, autant les contenus réactionnaires que les contenus progressistes. En revanche, il y a une politique de financement via les médias de Meta. Donc, par exemple, sur Instagram, dès que tu parles de politique, dès que tu parles de divergence sociale et compagnie, tu es automatiquement shut down. Absolument. Voilà. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, les plus gros financeurs, ce sont des ultra riches, ultra conservateurs, et que forcément, ça n'a rien à voir avec leur promotion à eux. Ils veulent surtout pas que ça arrive au bord de leurs oreilles. Voilà. Donc du coup, ce que va te dire Instagram, c'est que non, mais ils essaient quand même, tu vois, il y a quand même la Pride Month, ils montent 2-3 folles, ils montent 2-3 traves, franchement, c'est génial. Et puis à la fin du mois de juin, là, c'est le retour de l'austérité. Voilà. Donc, ouais, il va falloir trouver un moyen de pouvoir gérer avec ça, en sachant que du coup, c'est un peu géré par pays. Et comme je le dis, il y a vraiment un lien politique qui est fait entre ces institutions capitalistes et les politiques dans lesquelles les pays sont promus. Par exemple, l'algorithme, il n'est pas pareil en Espagne, ou il n'est pas pareil au Portugal, il n'est pas pareil aux États-Unis. Ça dépend aussi de ta géolocalisation qui fait que tu peux avoir du buzz ou pas avoir du buzz. Voilà. C'est exactement ce que tu dis. Il y a un truc où autant dans les médias que sur les réseaux, c'est il faut être le bon gay, la bonne lesbienne, la bonne personne trans. Il faut pas être trop agressif. Sinon, effectivement, on est hystérique ou on est des folles, quoi. Voilà. Rentrer dans les cases, quoi. Le premier truc qui revient, par exemple, à mon sujet, c'est que je suis trop en colère, je suis trop méprisante quand je réponds à des questions sèchement, parce que elles sont, désolées, elles sont malveillantes. Je vais pas faire d'efforts pour te dire non, mais c'est pas grave. Si, ça me casse les couilles, désolé de dire comme ça, mais j'ai pas envie d'y répondre. Donc, du coup, au bout d'un moment, je pense que ça fait partie aussi. Notre colère, être en colère, c'est vraiment être en vie, et ça fait partie de notre apparat. Donc effectivement, moi je suis extrêmement contente qu'il y ait des gens comme Lou qui se servent de leur colère pour la transmettre en joie, mais personnellement j'y arrive pas du tout, et je suis très contente que lui il y arrive. Donc voilà, merci. Merci. Jean-Victor, ta position par rapport justement aux réseaux sociaux et la santé mentale. Moi j'ai une question. Pardon. Bonjour, moi Jean-Victor. Est-ce que, je fais ma minute bullshit, est-ce que si on joue avec psychanalyse, inconscient transphobe, ça existe ? Parce que c'est fou comme fixette quand même. Pour une communauté toute petite qui ne connaissent pas du tout. C'est vraiment, c'est en point de fixette, tu trouves ça, On pense évidemment à nos 2 meilleures copines qui font... Qu'est-ce que d'où ? Bitch. Attends, mais tu sais pas toi ? Elles sont payées... On est vraiment en gossip. Excusez-moi, on se retrouve pas souvent entre personnes trans. Elles sont payées 500 balles pour chaque intervention. Oui, elles ont été payées 30 000 € chacune pour écrire leur bouquin de merde. Le saviez-vous ? Pourquoi la fixette ? C'est compliqué, évidemment, d'avoir une explication, mais ceci dit, c'est vrai qu'on voit à quel point
il y a un continuum entre les manifs pour tous et finalement aujourd'hui la transphobie. Enfin, on voit qu'au fur et à mesure que des choses deviennent acceptables socialement et qu'aujourd'hui, par exemple, une majorité de Français finalement ne souhaitent pas revenir en arrière, ne souhaitent pas annuler le mariage pour tous, on voit que ça se déplace sur les trans parce que c'est encore clivant et que effectivement, et on le voit pour le coup beaucoup aussi aux États-Unis, à quel point c'est monté en épingle pour quelque chose évidemment qui appartient à la communauté queer, mais qui en termes statistiques déjà est assez rare. C'est quelques pourcentages, comme en gros les queers c'est entre 4 et 10% selon les études, mais on voit que du coup c'est utilisé et c'est complètement objectivé en disant bah voilà c'est ça le péril, c'est ça qui va être dangereux et que c'est complètement utilisé pour finalement attiser de la haine parce que d'autres choses sont devenues finalement bon an mal an acceptables. Et c'est pour ça que pour essayer de peut-être finir, je ne sais pas où on est sur le temps, mais une note quand même positive, il faut voir aussi de où on vient. En 73, l'homosexualité est sortie du manuel des pathologies de psychiatrie. C'est en 91 que c'est sorti du manuel des maladies au niveau mondial. Donc à la fois c'est extrêmement, on peut dire qu'évidemment c'est beaucoup trop tard, ceci dit ça reste quand même relativement récent et qu'il y a quand même quelque chose aujourd'hui d'une accélération là aussi qui vient de la pop culture, ne serait-ce que des stars comme Lil Nas qui est une des icônes on va dire country queer qu'on a utilisé aujourd'hui, qui a été un des artistes les plus écoutés aux États-Unis lors de la parution de son premier album, qui pour le coup complètement queer rend l'imagerie du cow-boy extrêmement queer avec justement sa tenue toute rose avec des paillettes, etc. Des choses qui avant malgré tout n'existaient pas du tout, et c'est quand même grâce aux réseaux sociaux. Alors évidemment ça ne veut pas dire que une fois qu'on a dit ça, on tolère tout ce qu'il y a d'inacceptable sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et que là aussi, probablement qu'avec un travail de militantisme, de pédagogie, à un moment, les réseaux sociaux et ceux qui les détiennent vont être obligés de réagir. Et donc c'est pour ça qu'il faut continuer évidemment cette lutte, mais que néanmoins, en tout cas moi je compare dans l'environnement culturel dans lequel j'ai grandi, j'ai 37 ans donc j'ai pas 70 ans, mais je suis pas non plus la génération Brat, et pour le coup c'est quand même sans conteste parce qu'avant il y avait 6 puis une vingtaine de chaînes. C'était des choses qui n'existaient pas. Évidemment, effectivement, le Pride Month, c'était en fait une soirée sur Canal+, qui commençait à minuit, et il fallait être abonné et devant sa télé à minuit. Donc en fait, quand on a 15 ans, pour juste voir en fait deux hommes qui s'embrassent à une heure de diffusion normalement de films pornographiques, il n'y avait pas accès en fait à tout ça, et que quand même aujourd'hui, on va quand même, je trouve, dans le bon sens, même si ça suscite aussi des mouvements réactionnaires, dont vous citiez les deux autrices là, du Torchon paru récemment. Bon, malgré tout, on a l'impression que ça va quand même dans le bon sens. Espérons-le. Espérons-le, ouais. Votez à gauche. Votez à gauche. Votez à gauche. Votez à gauche. Mais ça, c'est une base, je pense. Et enfin, pour finir, pour ouvrir un peu, si on imagine que les LGBT-phobies sont uniquement vues sous le prisme de la santé mentale, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça dépolitise la question en mettant la responsabilité de la gestion de ces phobies juste sur les personnes concernées? Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer des choses qui soient un peu plus collectives, communautaires, comme peut l'être ce festival aujourd'hui? Et c'est une excellente initiative. De la même manière, je peux citer l'association L'Autre Cercle, qui fait un baromètre chaque année et qui travaille avec de nombreuses entreprises autour de l'inclusivité des personnes LGBT au travail. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir ce genre d'initiative un peu plus collective? Je sens une grosse motivation. Alice. Oui. Pardon. Je me demande. Moi, j'aimerais déjà ne pas, ça c'est aussi pour Claude, ne pas être contrainte à parler de mes identités si je veux pas, dans le cadre de projets de marque, typiquement. C'est-à-dire ni parler d'addiction, ni parler, et que je puisse être amenée à faire quelque chose en qualité de journaliste et pas en qualité de LGBT. Je sais pas si je suis c'est d'accord. quelque chose qui t'a pesé. Moi, je pense aussi,
là, on parle par exemple des sujets spécifiquement liés aux LGBT-phobies, mais je pense qu'il est important qu'on saisisse tous ces sujets de façon plus intersectionnelle avec la convergence des luttes. Tout est extrêmement lié et en fait, je pense que traiter tous ces sujets en même temps, c'est s'offrir de meilleures opportunités pour notre avenir en commun. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est tellement lié et tellement infini entre tous ces sujets de lutte que si on arrange le biais d'une seule des communautés, parfois on tire une balle dans celle d'à côté. Donc je pense que c'est important de vraiment raviver tout le monde à un même statut de vie, avoir une accessibilité aux droits et aux libertés et à la décence de vivre la plus égalitaire possible, afin que vraiment on puisse retrouver déjà une première phase de stabilité mentale où il n'y a plus ces pressions, des oppressions, de devoir correspondre à un schéma de la famille nucléaire dans l'hétérosexualité, et ainsi de suite, et qu'on puisse aussi s'émanciper de tous ces discours. Et ça, c'est un sujet de gauche. Le problème de la LGBT-phobie, de toute façon, un des problèmes, pardon, c'est le patriarcat et le pouvoir des hommes dans notre société qui vient de beaucoup trop loin, quoi. Depuis beaucoup trop longtemps, surtout. On est d'accord, ouais. Et juste par rapport c'est une question qui est hyper passionnante, mais on pourrait faire une autre table ronde là-dessus. Est-ce que ça dépolitise finalement d'aborder la question sous le spectre de la santé mentale? Évidemment, conflit d'intérêt étant psychiatre, j'ai envie de dire non, mais au contraire, pour moi en fait, et c'est ça qui est très important dans le sujet de la santé mentale, c'est que en fait, en l'abordant sous le spectre de la santé mentale, en essayant de justement redonner un moment la voix à des personnes qui sont silenciées parce qu'en fait ils vont trop mal, parce qu'en fait être militant, être artiste, être personnalité visible, être journaliste dans un milieu qui est pas forcément si ouvert que ce qu'il revendique de l'être, c'est épuisant. Et en fait, l'aborder sous le spectre de la santé mentale, c'est en fait donner une chance aux personnes d'aller suffisamment bien pour ensuite faire ce qu'ils ont envie de faire, militer ou pas, créer ou pas, mais être eux-mêmes. Et que pendant trop longtemps, je pense qu'on a justement complètement évacué le sujet de la santé mentale pour les raisons que j'ai citées, historiques, en disant bah voilà, queer et santé mentale, c'est complètement tabou, on va pas dire que c'est des pathologies. Et je trouve qu'il y a énormément de personnes qui s'y sont complètement perdues et qu'en fait, à cause de stéréotypes négatifs liés à leur santé mentale, ont cultivé probablement un mythe autour de l'autodestruction, autour de en fait s'abîmer, ça fait partie de vraiment l'abécédaire de la personne queer, le recours aux substances comme étant une sorte d'automédication. Or, globalement, ce qu'on constate, en tout cas en tant que professionnel, c'est que ça fait qu'aggraver des troubles et qu'en fait, quand on est atteint d'une dépression, qu'on a une maladie addictive et qu'en plus, on a le fait d'être LGBT ou racisé, etc., et en fait, on est beaucoup moins capable de naviguer dans notre société qui reste quand même assez violente et discriminatoire sur plein de points. Au passage, ça nous précarise et qu'en fait, le côté anticonformiste ou libérateur d'être dans cette position pour des personnes qui n'ont pas choisi de l'être, spécialement anarchistes, et en fait ça les invisibilise complètement et on les retrouve parfois pour le coup à l'hôpital dans des états extrêmement abîmés. Et franchement, les personnes extrêmement abîmées, précaires, qui vont mal et qui n'ont plus les possibilités d'être visibles et finalement de faire ce qu'ils ont envie de faire de leur vie, globalement c'est assez triste, mais dans notre société on les écoute pas. Et donc finalement, c'est très politique. Au contraire, je trouve, de s'occuper et de prendre en fait ce sujet de santé mentale, qui n'est pas la seule grille de lecture, évidemment, parce qu'on ne va pas tout évidemment psychiatriser. La psychiatrie a déjà beaucoup trop de travail de toute façon pour s'occuper de sujets qui ne la concernent pas. Mais au contraire, justement, je trouve que ça redonne en fait une force à ce combat et que c'est pas du tout antinomique. En tout cas, je pense que tu as trouvé un des sujets pour le festival de l'année prochaine. Lou, tu avais un truc à nous ajouter ? Non, c'est juste cette question de rendre ça plus commun, d'essayer de trouver des solutions et tout. J'aimerais bien, mais le truc de l'oppression, le truc de la santé mentale, c'est que moi, je sais pas vous, mais moi, je suis en mode survie en ce moment. On est fatigué. Et ouais, on est fatigué. Et du coup, je suis en mode, ok, aujourd'hui, je dois faire ça et aujourd'hui, je dois survivre. Et après, et évidemment, c'est des choses dont je parle peu parce que c'est beaucoup plus intime pour moi que la transidentité. Mais je suis une personne qui a des addictions, je suis en dépression, j'ai de l'anxiété. Enfin, je dois gérer tout ça en même temps et du coup, j'aimerais trop
me poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Mais je suis fatiguée. Partir en vacances. Partir avec which money? Oui, avec quel argent? L'argent de Transmania. Et... Non, mais quand on doit déjà éduquer nos cercles proches, nos parents, notre famille, nos amis, après il y a des moments où on est épuisé, donc je pense qu'il faut le faire à son échelle, dans les collectivités dans lesquelles on se sent bien, au moment où c'est possible, comme là par exemple, d'être visible, quand on peut aller manifester, quand on peut aller au Pride, aller au Pride des banlieues, faire ce genre de choses. Je ne suis pas un bon exemple parce que je ne les ai pas tous faits et tout ça, mais quand on en est capable, il faut le faire quand on peut, mais ouais, on est épuisé.